C'est celle de la Syrie. Intervenir ou pas en Syrie, je me tourne vers mes autres invités. Elisabeth Guigou, bonsoir. Vous êtes ancienne ministre, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Vous avez appelé mercredi, dans un discours à l'Assemblée nationale, à une action militaire ferme et proportionnée afin de sanctionner l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Votre dernier livre s'intitule « Quelques idées reçues sur le monde contemporain ». Vous êtes favorable à une intervention militaire en Syrie, comme vous aviez soutenu l'idée d'une intervention en Libye, en Irak, en Afghanistan, au Kosovo, en Bosnie et au Koweït pendant la guerre du Golfe. Monzer Makous, dès les premiers jours de la révolution syrienne en mars 2011, vous avez participé à la fondation du Conseil national syrien. Vous avez ensuite intégré la coalition nationale syrienne à sa création en novembre 2012 en tant qu'ambassadeur. Et vous en êtes aujourd'hui le représentant en France. Vous avez publié dans le Figaro d'hier une tribune intitulée « Les mensonges d'Assad aux Français ». Julie Saada, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université d'Artois et à Sciences Po. Et vous êtes l'auteur avec Christian Nadeau de Guerre juste, guerre injuste, une analyse des catégories morales et juridiques susceptibles de justifier ou de contester la légitimité d'une guerre. Michel Collomb, vous êtes journaliste, fondateur du site Investigation et vous êtes l'exact opposé de Frédéric Ancel puisque vous étiez contre toutes les interventions militaires pendant la guerre du Golfe, en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Libye et aujourd'hui en Syrie. Vous avez d'ailleurs consacré plusieurs livres à ces conflits. Le dernier, c'est Libye, OTAN et médias mensonges. Et vous avez préfacé en 2011 le livre Syriana qui évoque un plan préparé par la CIA pour remodeler le Moyen-Orient. Randa Kassis, vous êtes syrienne, opposante au régime de Bachar el-Assad, ancienne membre du Conseil national syrien. Vous en avez été exclue en août dernier après avoir critiqué ce que vous considériez comme une mainmise des islamistes sur la coalition. Vous êtes aujourd'hui présidente du mouvement de la société pluraliste qui réunit laïcs et minorités. Vous êtes opposée à une intervention occidentale car elle favoriserait, d'après vous, les islamistes. Enfin, Dominique de Villepin, vous avez été Premier ministre après avoir été ministre des Affaires étrangères. Tout le monde se souvient de votre discours à l'ONU en 2003 contre la guerre en Irak. Aujourd'hui, vous vous opposez à l'intervention militaire en Syrie. Vous avez même dénoncé dans une tribune parue dans le Figaro la semaine dernière, je vous cite, « l'idéalisme douteux de ceux qui choisissent la légitimité sans la légalité, créant de ce fait une morale du plus fort qui mine les principes mêmes de l'action menée. » Alors les arguments en faveur de l'intervention militaire, je vous en propose un récapitulatif. Il dure 2 minutes. C'est tous ceux qui sont pour l'intervention. Aujourd'hui, je veux dire très clairement à Assad et à ceux qui obéissent à ses ordres que le monde entier les observe. Le recours à des armes chimiques est et serait totalement inacceptable. Si vous commettez l'erreur tragique d'utiliser ces armes, il y aura des conséquences et vous en répondrez. À même le sol de cet hôpital syrien, des hommes, des femmes et des enfants par centaines asphyxiés. Sur place, des témoins parlent de personnes suffocantes ayant la bave aux lèvres, autant de symptômes caractéristiques d'une attaque chimique. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. La communauté internationale ne peut pas laisser faire ce crime contre l'humanité. Plus de 1400 morts, dont plus de 400 enfants. Dans des conditions absolument horribles, ce sont évidemment des civils sans défense. Qu'ils aient été perpétrés par des armes chimiques ou pas ne change rien au fait que nous sommes face à un crime contre l'humanité. Est-ce qu'on reste silencieux ? Est-ce qu'on ne fait rien face à un crime contre l'humanité? Quand on a tenté de faire appel à ce qui reste de raison chez Bachar el-Assad et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui reste à faire? L'histoire nous jugera tous. Si nous détournons les yeux sur les agissements d'un dictateur. Je crois fermement à la nécessité de punir l'emploi d'armes chimiques. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Nous voulons à la fois sanctionner et dissuader, ne pas réagir.
c'est laisser Bachar al-Assad poursuivre ses atrocités. Qu'est-ce qui se passe après si on ne fait rien? Il y aura encore des utilisations d'armes chimiques. Les dictateurs, pas seulement celui-ci, d'autres encore, en Corée du Nord ou ailleurs, pourront se sentir autorisés à le faire. Cette guerre civile menace aujourd'hui la paix du monde. Alors, on va essayer, si vous voulez bien, d'éviter le débat tel qu'il a existé jusqu'à présent entre le bien et le mal, le vrai et le faux, etc., pour aborder vraiment le dilemme que pose la question intervenir ou ne pas intervenir. Et je me tourne vers les anti-interventions pour commencer. Ma question, c'est à partir du moment où le président des États-Unis, on l'avait vu, avait dit si Bachar el-Assad utilise les armes chimiques contre la population civile, nous interviendrons. À partir de ce moment-là, le monde attend des représailles. Et s'il n'y a pas de représailles, ça veut dire que les Occidentaux reculent. Est-ce que c'est tenable, Dominique de Villepin? Je crois que Frédéric Taddet, il faut essayer de poser les bonnes questions au bon endroit. Et en l'occurrence, vous en posez une très bonne. Ah, parce que, pour qui intervient-on? Est-ce qu'on intervient pour le monde? Non. On intervient pour protéger le peuple syrien. Alors si la question c'est est-ce qu'il fallait poser une ligne rouge, je dirais que le b.a.-ba de toute diplomatie, c'est d'éviter de le faire. Tout simplement parce qu'on se lie les mains et qu'on se retrouve engagé dans des processus automatiques dont tout ne sort pas. Et ce qui est très intéressant sur le plan de l'histoire diplomatique, de constater qu'après s'être lié les mains, c'est ce qu'a fait Barack Obama, c'est ce qu'on a fait un peu nous aussi Français en partant d'emblée et en affirmant la nécessité d'une frappe, c'est que depuis cet engagement de respecter une ligne rouge, tout est fait, tant aux États-Unis qu'en ce qui nous concerne, pour essayer de trouver des faits nouveaux pour retarder le moment où on va devoir mettre à exécution, tout simplement. Parce que c'est tellement compliqué et c'est tellement incertain que d'appliquer cette ligne rouge que l'on se demande aujourd'hui, et aux États-Unis, et en France, et partout en Occident, si finalement le remède qu'on a trouvé, qui est d'appliquer l'usage militaire pour faire respecter cette ligne rouge, n'est pas pire que le mal. Croyez-moi, quand vous écoutez Barack Obama à Moscou, à Washington, quand vous écoutez François Hollande, c'est intéressant cette conférence de presse à Saint-Pétersbourg, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « si l'on devait frapper ». C'est-à-dire qu'on est à la recherche de tout ce qui pourrait nous permettre maintenant d'éviter cet engrenage. Et je crois que c'est sage, effectivement, que de multiplier les conditions, l'autorisation du Congrès, le résultat de l'enquête, en espérant qu'un fait nouveau, parce que nous en sommes là aujourd'hui, la communauté internationale est suspendue aux faits nouveaux qui permettraient de revenir à la vraie question, comment doit-on protéger le peuple syrien? Et évidemment, la réponse, ce n'est pas par des frappes militaires qui nous engagent dans l'inconnu, qui aggravent les tensions dans un pays soumis à la guerre civile, qui viennent intervenir dans un corps malade qui est celui du Moyen-Orient, où nous sommes à la veille d'une grande guerre entre sunnites et chiites. Et d'évidence, il y a d'autres réponses. Et c'est intéressant aussi de revenir au vocabulaire, parce que c'est la clé de la diplomatie. Quand Barack Obama et François Hollande disent « il faut punir », nous sommes en dehors de la stratégie, nous sommes en dehors de la diplomatie, et nous sommes dans la morale. Ça, c'est bien quand on veut soulager sa conscience. C'est pas bien quand on veut répondre aux préoccupations d'un peuple. Aujourd'hui, répondre aux préoccupations du peuple syrien, c'est rechercher des solutions humanitaires. Elles existent. On fait tout pour ne pas les appliquer. C'est compliqué, c'est cher. Il faut trouver une réponse d'ordre pénal. Si on veut punir Bachar el-Assad, il y a des instruments pour ça. Il y a des tribunaux internationaux. On apporte des preuves. Et on est dans un processus légal qui fait avancer la sécurité collective, qui ne fait pas régresser les sociétés démocratiques. Et troisièmement, et c'est la clé, quelle est la solution politique? Aujourd'hui, il faut se poser cette question. Est-ce qu'il y a un moyen encore de faire vivre ensemble des communautés qui sont animés par un tel degré de haine? Alors, je pose ma question, est-ce qu'on peut pas reculer, là, de toute façon? Ni la France, ni les États-Unis, sans perdre la face. Le monde attend des représailles. Tout le monde nous regarde. Non, mais c'est pas parce qu'on attend des représailles qu'il faut forcément les donner. C'est une situation... On a dit qu'on les donnerait. C'est une situation compliquée. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise solution. Il n'y a pas le blanc et le noir. Comme le disait Raymond Aron, je crois, en diplomatie, il y a les solutions préférables et les détestables. Donc moi j'ai fondé ma position pour une intervention proportionnée, ciblée, etc. Sur quoi? Sur l'idée que le pire en effet serait de ne rien faire. Parce que d'abord, non seulement il faut protéger, Dominique de Villepin a raison, les Syriens,
il y a quand même 6 millions de personnes déplacées, déracinées. 2 millions de réfugiés, 4 millions qui sont en dehors de chez eux, 100 000 morts, sans compter les blessés et les malades qu'on n'arrive plus à soigner en Syrie. C'est une tragédie épouvantable. Donc il y a cette obligation-là. Nous avons à l'ONU défini la responsabilité de protéger. C'est une première raison. Mais il y en a d'autres. Si on laissait, sans réagir, utiliser les armes chimiques, mais alors ce serait l'autorisation donnée à ce dictateur d'abord de recommencer, parce que c'est la 3e attaque chimique quand même. Il y en a eu 2 sur les Syriens déjà en avril, le 16 et le 24 avril, qui étaient beaucoup plus limités, c'était des tests. Bachar al-Assad a voulu tester les réactions. Et puis après, il a fait une attaque massive le 21 août. Donc c'est l'impunité, c'est dire, d'accord, on peut recommencer, il ne se passera rien. Deuxièmement, il n'y a pas que les armes chimiques. Dans les armes de destruction massive, il y a l'arme nucléaire aussi. C'est la même chose. Donc c'est une question mais de... Attendez, qui l'a, Bachar el-Assad Non, il n'a pas l'arme nucléaire. Ah bon. Mais vous avez d'autres dictateurs, je pense aux Coréens par exemple, qui a et l'arme chimique et l'arme nucléaire. Donc c'est une question de sécurité collective majeure pour l'ensemble du monde entier. Et c'est une question de crédibilité, c'est vrai, de la communauté internationale qui a interdit depuis près de 100 ans maintenant les armes chimiques. Nous sommes dépositaires, nous la France, parce que nous avons tellement souffert des gaz pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes dépositaires du protocole de Genève qui, en 1925, il y a 90 ans maintenant, plus de 90 ans, a interdit l'utilisation des armes chimiques. La Syrie était d'ailleurs signataire de ce protocole qu'elle a ratifié en 1968. Hafez el-Assad, vous vous souvenez, Dominique, était ministre de la Défense. Il n'était pas encore le père de... Bon. Donc, nous avons cette responsabilité-là. Au fond, nous avons un conflit, si vous voulez, entre 2 normes de droit international. La première qui dit qu'en effet, toute action militaire doit être autorisée pour être légale par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, le Conseil est bloqué par le veto russe, il y en a eu 3 quand même, et l'opposition chinoise. Et puis une autre norme, au fond, qui est celle de l'interdiction absolue de ces armes de destruction massive. Alors, dans un cas, vous avez ce que les juristes appellent le jus bellum, qui interdit, enfin qui dit la légalité, c'est le Conseil de sécurité. Dans l'autre cas, c'est le jus in bello, le droit dans la guerre, qui interdit les armes chimiques. Alors, nous sommes devant ce dilemme, et je pense, si je vous dis que je pense vraiment que le pire serait de ne rien faire, c'est que je crois que si nous restons dans le statu quo actuel, jamais Bachar el-Assad ne viendra à une table de négociation. La coalition syrienne, encore moins, qui vient de se faire gazer, ses partisans. Donc la seule façon d'amener à la table de négociation, car la seule solution est politique, il n'y a pas de solution militaire naturellement, c'est effectivement de faire cette pression militaire, ces frappes ciblées pour dire on ne laissera pas faire, de modifier un peu, à la marge, car il ne s'agit pas de renverser le régime, le rapport de force sur le terrain pour forcer el-Assad de venir à la table de négociation et pour dire à la coalition venez vous aussi parce que vous voyez nous vous avons défendu. Voilà. Je vais vous demander à tous d'être plus courts parce que sinon on n'arrivera pas jusqu'au bout. Oui, tout cela est très bien, bien sûr. C'est un acte de toute façon horrible, un acte condamnable. Même si je suis un tout petit peu réservée, je préfère et prudente, je préfère attendre quand même l'épreuve. Voilà, l'épreuve des enquêteurs de l'ONU. Mais voilà, tout à fait. Mais le problème n'est pas là. Le problème est au-delà même de la chute de Bachar al-Assad. Est-ce que vraiment ça a été préparé, la période de transition? Quelle transition on va avoir en Syrie? C'est l'après-Assad, c'est le jour d'après, c'est ça notre problème. Le problème aujourd'hui n'est pas, c'est-à-dire punir Assad pour le forcer à venir, mais nous ne savons même pas c'est quoi sa réponse, c'est quoi, est-ce qu'il va riposter, est-ce qu'il va utiliser un autre pays? Il en est capable quand même. Souvenez-vous qu'il y a, au début de la révolte, il a parlé, il a inventé, même créé le scénario des islamistes, mais malheureusement, ce sont les opposants qui ont quand même réalisé ce scénario-là. Aujourd'hui, il parle d'une guerre régionale. Je suis certaine qu'il en est capable, qu'il pourra vraiment
éclater, ou on va dire, cette région pourra vraiment s'éclater. Alors, comment faire? Est-ce que c'est la solution militaire qu'on veut? Nous savons très bien, nous sommes tous d'accord qu'il n'y aura pas de solution militaire. C'est la solution politique qu'il faut mener. C'est ce processus qu'il faut relancer. Alors, nous savons aussi très bien que les rebelles qui sont en Syrie sont divisés. Ils ne sont pas sous une direction. Alors, la coalition ou les rebelles qui parlent de contrôler 60% de l'ensemble du territoire syrien n'est pas vrai, parce que parmi ce 60%, il y a la zone kurde qui n'est pas dans la coalition, et la zone kurde aujourd'hui, qui est quand même représentée par le Conseil suprême des Kurdes, sont en combat avec les islamistes. Après, il y a l'autre territoire. On va voir que c'est quand même l'autre territoire, c'est désertique, c'est très peu peuplé. Alors après, nous avons aussi d'autres problèmes, les problèmes des minorités. Je vais répéter encore une fois parce que ça existe, ce problème-là. Il ne faut pas ignorer ce problème. Pourquoi aujourd'hui toutes les communautés, ou plutôt les minorités ethniques et confessionnelles en Syrie, soutiennent Assad? Ils le soutiennent parce qu'ils veulent d'abord la garantie de leur sécurité. Si vraiment nous voulons que ces minorités-là le lâchent, il faut garantir leur sécurité. Et c'est là, il faut créer un projet politique. Avant de parler de tout cela, il faut vraiment créer ce projet-là. Un projet que ce peuple, ces communautés-là, arrivent à vivre ensemble. Et à vrai dire, je vois très mal la Syrie redevenir comme avant. Avant, bien sûr, cette révolte. C'est impossible. Il y a tellement de haine, tellement de massacres. Nous parlons de 2 millions, bien sûr 2 millions de réfugiés, c'est horrible. Nous parlons aussi de 110 000 morts. Selon le OSDH, l'Observatoire syrien de droits de l'homme, quand il parle de 110 000 morts, dont, alors, 42 000 civils, 45 000 de forces gouvernementales, dont le Shabiha, et 25 000 des rebelles, dont alors 4 000 étrangers, en majorité des djihadistes. Voilà, c'est là le problème de ces djihadistes, le problème de tous ces groupes islamistes radicaux qui sont sur le terrain et qui, quand même, qui pèsent aussi sur le terrain. Voilà, c'est là où il faut vraiment parler. Je crois, c'est voilà. Manzer Marcos. Oui, il faut regarder le problème à l'origine, les racines du problème. Maintenant, on traite les conséquences du problème. À l'origine, la révolution syrienne, c'était une révolution pacifiste. Pendant 7 mois, il n'y avait que des démonstrations. Tout le monde le sait. Et devant la situation où la communauté internationale laissait le peuple syrien victime à ces régimes du dictateur Bachar al-Assad. Donc, à ce moment-là, il y avait des soldats et les officiers qui ont commencé à déficter parce qu'on a tiré sur la foule, non seulement par les mitraillettes, mais aussi par les canons, par les chars. C'était un truc sauvage qu'on n'a jamais vu. Et les soldats qui ont été chargés de tirer sur la foule, ils ont commencé à déficter. Il faut bien comprendre, un soldat ou un officier qui défecte, il risque de sa vie. Parmi les victimes dont il a cité Randa, il y avait beaucoup de soldats qui ont tenté de déficter et ils étaient tués sur place. Les gens qui ont avait la possibilité de déficter, c'est des gens qui avaient la chance. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance. D'après nos informations, il y a à peu près 5000 soldats qui ont été tués lors de la défection. Et après cette phase de la révolution syrienne, il y avait la formation de l'armée syrienne libre. Pendant quelques mois, il n'y avait même pas de djihadistes en Syrie. Il faut le savoir. Dans une année et demie, les djihadistes vont arriver parce qu'il y avait un vide politique qui avait été complet par les djihadistes. Oui, effectivement, il y a des djihadistes qui viennent de l'étranger, mais je peux vous dire, les djihadistes, beaucoup entre eux étaient fabriqués par le régime. On connaît à peu près 500 personnes des djihadistes de l'Irak qui sont retournés en Syrie, qui ont été emprisonnés par des problèmes avec le régime à une prison, il s'appelle Sidnaya, c'est à peu près à 50 km de Damas.
Et lors du début de la révolution, le régime syrien les a armés et lâchés pour déformer l'image de la révolution. D'après nos informations aussi, on connaît que les services secrets russes, ils ont fabriqué un autre, disons, brigade, un autre bataillon, aussi des terroristes qui arrivaient en Syrie pour faire les massacres, pour faire les actions sauvages. Par exemple, qui on coupe la tête, on tire sur les enfants. C'était bien organisé, les services secrets russes, syriens, iraniens, qui ont fabriqué beaucoup de terroristes. C'est l'arme la plus efficace pour montrer à l'opinion mondiale qu'il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit des terroristes là. Ça, c'est pas vrai. Et maintenant, la situation est restée telle qu'elle. L'inaction de la communauté internationale, il développe la situation jusqu'à qui on a maintenant cette situation. Et si la communauté internationale reste comme ça, on aura encore inséré un deuxième Afghanistan. Il faut comprendre ça. Maintenant, on met en doute si le régime syrien a utilisé l'arme chimique. Oui, il l'a utilisé, tout le monde le sait. Les services secrets britanniques, français, américains et turcs, tout le monde le connaît. Il a des preuves. Je pose la question, pourquoi le régime syrien n'a pas permis aux enquêteurs des Nations Unies à ne pas aller sur place à 100 km de leur hôtel, qui, 4 jours après, s'il prétend que c'est les opposants qui ont été faits, il a tout intérêt de les laisser enquêter et de montrer qu'il est innocent. Ce n'est pas le cas. D'autant plus, les moyens utilisés ne sont pas à la portée de l'opposition, tout le monde le sait. Encore, on a des informations qu'il y avait en réunion, en présence de Bachar al-Assad, à la veille, qui a pris la décision d'utiliser l'arme chimique. Les toutes dernières informations, ils ont décidé d'utiliser 8 litres de produits qui peuvent générer le gaz. Alors, les officiers, il s'appelle Mohamed Aslan, c'est un général qui est le chef d'armes chimiques. Il a utilisé 28 litres. C'est les données des services secrets allemands. C'est pas, on n'a rien inventé. Donc, tout est là pour montrer que le régime syrien, c'est un régime criminel, sans oublier qu'il a massacré le peuple syrien pendant 2 ans et demi et on n'a rien fait. Et c'est ça qui va faire la stabilité dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas l'action militaire qui va faire l'instabilité. C'est au contraire, et si on laisse la situation comme ça, il y aura une guerre au Liban, en Irak et même en Jordanie. C'est ça le danger. Alors on a vu tout à l'heure des exemples d'arguments en faveur de l'intervention militaire. Je propose de regarder maintenant les exemples d'arguments contre l'intervention militaire. Il y en a également pour 2 minutes et après évidemment je vous donne la parole. 69% des Britanniques ne veulent pas que le Royaume s'engage. Nous n'avons aucune preuve que ce soit le gouvernement syrien qui est responsable de ces attaques. Les Russes ont des images satellites qui disent que ce sont les rebelles. Les preuves doivent être présentées, et si elles ne le sont pas, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Le président de la République n'a pas reçu mandat de s'affranchir du cadre des Nations Unies. L'époque des expéditions punitives de quelques puissances relève d'une période révolue. La réalité, c'est qu'on est à poil. Ben oui. Pour l'instant, on est seul. Nous ne sommes pas des justiciers. La France a une politique étrangère et de défense qui doit correspondre à l'intérêt des Français et des pays amis. Je crois qu'on rajouterait de la guerre à la guerre et qu'on n'essaye pas de nous faire croire à nouveau qu'il y aurait une manière de faire cette fois-ci la guerre propre. J'adjure que l'on garde son sang-froid et que l'on préfère les solutions politiques aux solutions de guerre. Qui se trouve mieux depuis qu'on a tout cassé en Libye? Dites-moi, Monsieur Bourdin. Nous sommes des suiveurs dans cette affaire ou pas? Totalement. There is no military solution to the Syrian conflict. Only a political solution can end the terrible bloodshed, grave violations of human rights and the far-reaching destruction of Syria. Da un conflitto drammatico e terribile noi veramente corriamo magari il rischio di una deflagrazione addirittura mondiale di cui non sappiamo valutare. Dans l'Hexagone, ils sont 59% à désapprouver une intervention de la France, bien trop risquée selon eux. Ça va créer quelque chose de plus complexe encore que ça a pu le créer en Afghanistan, en Irak, en Libye. On sait pertinemment que cette armée de rebelles, en réalité, effectue 90% de ses actions
main dans la main avec Al-Qaïda. On est donc en train de faciliter l'arrivée au pouvoir des fondamentalistes islamiques. L'opinion publique américaine est sur la même ligne, contre à 60%, échaudée elle aussi par l'intervention en Irak. Moi je suis contre, car notre pays est toujours enlisé dans les guerres que nous avons menées ces 20 dernières années. Michel Collomb, comment vous le réglez, vous, ce dilemme? Mais écoutez, quand je viens d'entendre monsieur affirmer avec certitude qu'on avait toutes les preuves pour les armes chimiques parce que les services secrets des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France nous le disaient, les mêmes qui disaient la même chose sur l'Irak, et on sait que c'était un mensonge. Je pense que, bon, moi qui suis les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième, et
dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Frédéric Ancel. Je pense qu'il y a des guerres justes, je pense que toutes les guerres ne sont pas faites pour le fric. Je pense, non, je ne pense pas, je sais qu'il n'y a pas, contrairement à ce que vous dites, de pétrole en Syrie. La Syrie exportait 300 000 barils le jour, enfin c'est ridicule. J'ai parlé et du il n'y a pas de gaz gaz dans la naturel. région. Et il n'y a pas de gaz naturel en Syrie. Et le gazoduc. Donc ça, c'est pas sérieux. J'ai pas parlé du pétrole syrien. Par ailleurs, les grandes manifestations qui, effectivement, les premiers mois au moins, ont été totalement pacifiques en Syrie, procédaient du printemps arabe. Enfin, on était dans quelque chose qui n'était pas, à l'époque en tout cas, une véritable guerre civile. Et il n'y avait quasiment pas, sinon pas du tout, de forces réellement djihadistes. Comment ça se fait alors que la majorité des victimes étaient des policiers et des soldats? Bien sûr, Dominique de Villepin a raison. Bien sûr, la voie diplomatique. Mais la voie diplomatique avec qui? Avec Bachar el-Assad, dont la vocation exclusive est le strict et froid rapport de force sur le terrain. Un rapport de force d'ailleurs qui est en sa faveur et pour cause, puisque depuis un peu plus de 2 ans, il est armé de manière absolument constante par la Russie. Je crois que c'est quand même difficile. La diplomatie, oui, mais dans ce cas-là, avec son grand allié et protecteur, Vladimir Poutine. Si il n'y a pas de la part de Poutine et éventuellement des Chinois une volonté de négocier à minima, et si effectivement des crimes contre l'humanité sont commis par ce régime, alors je pense qu'effectivement, il faudra d'une manière ou d'une autre, pour une question de crédibilité, mais également pour une question de dissuasion, intervenir. L'argument qui me touche beaucoup, c'est des anti-interventionnistes, c'est le suivant. Il y a déjà 100, 110, 120 000 morts. Le gaz, c'est épouvantable. Ça n'en a ajouté que 1000 ou 1500 de plus. Pardon, je mets ça entre guillemets. Bon, c'est effectivement quasi anecdotique du point de vue du chiffre global. Frappant de manière anecdotique. Simplement, la dissuasion et la crédibilité en géopolitique, c'est très fondamental, pas seulement parce qu'on l'a promis, mais parce qu'en face aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important avec ce régime qui d'ailleurs est exactement le même qui a prévalu pendant 30 ans sous Hafez el-Assad, donc le père de l'actuel Bachar. Un dernier point, si vous le permettez. Il y a, me semble-t-il, dans cette affaire, un brouillage des clivages extraordinaire. On a là un ministre des Affaires étrangères et non le moindre, qui est anti-interventionniste. J'ai pu constater, et avec moi tous les Français, que deux autres anciens ministres des Affaires étrangères, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas très favorables aux néoconservateurs américains, messieurs Védrine et Juppé, ils sont favorables. Pourquoi ? Pour une question, encore une fois, de crédibilité. Et je suis de ceux qui considèrent que la puissance doit être assumée. La puissance n'a rien de honteux, qu'elle soit occidentale ou pas occidentale, je m'en fiche. La puissance au service, alors, du droit, soit du droit avec un D majuscule lorsque c'est possible au Conseil de sécurité, soit au service du moindre mal, je ne vais pas très loin, du moindre mal, et notamment pas en faveur de ceux qui propagent du gaz de combat dans la population, doit être utilisé. De temps en temps, il faut pouvoir utiliser la force. Il y a des guerres justes. J'invente rien, Saint-Augustin l'a dit bien avant moi. Et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez. Le paradigme fondamental de la Seconde Guerre mondiale, avec la force absolue utilisée par Roosevelt et Churchill. Et je sais que c'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui, mais tout est différent. Chaque cas est très différent. Ce paradigme-là, on doit toujours l'avoir en tête. Le résultat, ça a été l'émergence de deux grandes démocraties qui sont aujourd'hui parmi les plus grandes démocraties et des États très pacifiques, sinon pacifistes, au monde, à savoir l'Allemagne et le Japon. Donc ça peut se faire, et pour autre chose que le fric de temps en temps, en tout cas.
Juste un point, parce que ça c'est un élément très important que vient de souligner Frédéric Ancel. S'appuyer sur le paradigme de la puissance et dire à un moment donné la puissance doit s'exercer pour faire valoir les valeurs et la légitimité. Prolongeons un tout petit peu votre raisonnement. La puissance est en train de changer de main. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la première puissance mondiale ne sera plus les États-Unis. Les grandes valeurs auxquelles nous adhérons bien sûr. Est-ce que vous ferez le même raisonnement quand dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres pays, prenons l'exemple de la Chine, utiliseront le même argument que celui qu'utilisent les États-Unis? Rendez-vous compte, nous sommes en train aujourd'hui de voir notre monde basculer. Nous sommes à la fin d'un monde. Et vous voudriez vous appuyer sur des arguments de puissance à un moment où la puissance change de main. Le monde ne peut être fondé que sur des principes de sécurité collective. Et c'est pour ça que même si les Nations Unies ne fonctionnent pas bien, il ne faut pas séparer la légitimité de la légalité. Parce que nous nous verrons imposer, dans un certain nombre de décennies, par la force, appuyer sur une nouvelle puissance, appuyer sur une autre vision de la légitimité, exactement ce que nous prétendons aujourd'hui imposer à d'autres. Donc nous ne sommes plus dans un monde où on peut imposer sa vision, imposer sa puissance. Il faut négocier, même si c'est dans des conditions difficiles, négocier des compromis. Et c'est là toute l'histoire de la Syrie. Il faut inventer aujourd'hui de nouveaux mécanismes de négociation qui sont certes insatisfaisants, et j'adhère à ce qu'avait vient de dire tout à l'heure Elisabeth Guigou. Nous sommes à la recherche de la moins mauvaise solution possible. Mais l'argument de la force et de la puissance, aujourd'hui, dans les mains entre guillemets, de peuples amis, ne préjuge pas du monde que nous allons bâtir. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette solution. Alors concernant la négociation, moi je suis tout à fait d'accord sur cette position avec le protecteur, avec celui qui au Conseil de sécurité peut décider réellement de l'usage ou du non-usage de gaz toxiques par son protégé Bachar el-Assad. Mais pour ça, il faut bien montrer une détermination extrêmement forte. Hein. La détermination qui n'a pas été montrée. Alors, je ne suis pas sûr que quand Barack Obama arrive une demi-heure en retard à un dîner où on parle de la Syrie, il donne l'image au monde d'un homme qui veut négocier. Vous faites allusion à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, oui. Je crois que la diplomatie mondiale, je ne fais pas reproche à la diplomatie française, elle est molle. Moi, j'ai vécu cette expérience douloureuse de conduire une diplomatie. C'est quelque chose qui doit devenir obsessionnel, c'est une énergie de tous les instants. Il faut être capable de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, cette diplomatie, elle est fataliste, elle est suiviste. Une fois de plus, je ne parle pas de la France. La diplomatie mondiale est molle, alors même qu'il faudrait aller chercher la négociation auprès de Vladimir Poutine pour montrer qu'il y a un chemin possible. Et nous allons parler tout à l'heure de politique. Aujourd'hui, il y a des solutions possibles pour la Syrie. Simplement, on a tellement le sentiment que la militarisation des esprits fait que, dans le fond, c'est tellement plus facile de faire la guerre. Moi, je suis contre la guerre parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Aujourd'hui, la solution politique est la seule valable et le raccourci militaire, je le trouve enfantin. C'est tellement facile, à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, d'utiliser la force. Guerre de l'opium en 1840, les Chinois, un bateau qui coule, paf, les Anglais frappent. Guerre des Boers, 1900, quelques soldats britanniques qui meurent, paf, on intervient militairement. 79, les Chinois au Cambodge, contre le Vietnam. Vous savez, à chaque fois, c'est tellement facile d'utiliser la force militaire. Et puis surtout, c'est tellement tranquille. Alors quoi? Les armées vont frapper et on n'entendra plus parler de la Syrie. On n'aura plus ce cauchemar sur nos écrans, matin, midi et soir. Non. Regardons la vérité en face. Coltinons-nous avec la vérité. Le problème syrien, il faut l'assumer jusqu'au bout. Bien sûr, ce problème, il nous appartiendra en propre le jour où nous aurons frappé et que nous nous serons rendus compte que cela ne change rien. Non, assumons nos responsabilités morales, politiques, humanitaires. C'est ça la diplomatie. Et encore faut-il que la diplomatie mondiale soit animée d'insomnie, c'est-à-dire de cette volonté de changer l'ordre des choses. Nous sommes beaucoup trop fatalistes et beaucoup trop passifs. Une fois de plus, c'est un reproche collectif. Je vais vous donner la parole, mais je voudrais d'abord Julie Saada, puisqu'on a parlé de guerre juste, de guerre injuste, et que c'est justement ce que vous étudiez, vous êtes tenté d'étudier. Je ne sais pas d'ailleurs de quel côté je vous ai assise là, mais je ne sais pas si vous êtes pour ou contre l'intervention. La question n'est pas là d'ailleurs. L'important, c'est justement cette guerre contre la Syrie, cette intervention militaire, elle entre dans quelle catégorie selon vous? Quand on s'intéresse à la question de la guerre juste, en tout cas telle que moi je m'y suis intéressée, je me suis, avec Christian Nadeau dans cet ouvrage, je me suis penchée sur les critères que l'on peut utiliser, soit pour justifier des interventions, soit pour critiquer aussi des situations politiques et des situations de guerre,
aussi bien dans le déclenchement de la guerre que dans son déroulement et aussi dans l'après-guerre. Bien. Donc on doit considérer ces trois types de registres normatifs. Ce qui me frappe dans le débat actuel, c'est qu'au fond, on est face à des dilemmes qui sont absolument insolubles. C'est-à-dire qu'on invoque tantôt des justifications morales, tantôt des justifications politiques en termes de sécurité, tantôt des justifications juridiques, mais là, clairement, on en manque. C'est-à-dire que nous sommes face à des insuffisances du droit international et des institutions internationales. Et je pense que ça, c'est aussi une question que l'on doit se poser. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui fait que nous avons des institutions, le Conseil de sécurité, qui ne permet pas d'intervenir, qui bloque, et que pouvons-nous faire dans les situations de veto? Par exemple, une des choses que je n'ai pas tellement entendu formuler, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas demander l'avis de l'Assemblée générale des Nations unies, qui est un organisme beaucoup plus démocratique, puisque chaque État a une voix. Donc là, il y aurait la possibilité de prendre des décisions, ou au moins d'avoir un avis qui soit un petit peu plus multilatéral. À la majorité. Bien, à une majorité, tout à fait. Et de formuler des arguments. Peut-être qu'on aurait aussi d'autres idées sur les manières de procéder, premièrement. Deuxièmement, ce qui me frappe dans ce débat et dans les justifications que l'on invoque pour intervenir, justifications faites par exemple par Barack Obama ou par François Hollande, c'est le registre de la punition. Or, je ne suis pas certaine que l'on doive répondre à un crime contre l'humanité par une guerre et qu'une guerre est une vocation punitive. C'est-à-dire qu'il existe des institutions, une en particulier la Cour pénale internationale, qui ne juge pas des États, c'est-à-dire que quand on mène une guerre dite punitive contre un État, eh bien c'est simplement de la rhétorique, c'est simplement une manière de justifier une intervention, mais du point de vue du droit, ça n'a aucune valeur, puisqu'il n'y a pas de responsabilité pénale des États en droit international. Il y a des responsabilités individuelles. Et ça, c'est quand même un acquis extrêmement important depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que des auteurs de crimes contre l'humanité, de génocide ou de crimes de guerre, doivent pouvoir répondre de leurs actes face à une juridiction internationale. Maintenant, évidemment, on est dans une qui n'est pas reconnue par tout le monde. Qui n'est pas reconnue, et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on est de nouveau bloqué par le Conseil de sécurité, qui pourrait en effet faire une saisine, mais qui ne va pas le faire. Bien. Donc nous sommes dans une situation où le droit international est bloqué, où les institutions internationales sont bloquées, et où même les institutions pénales, en particulier l'institution pénale qui est la CPI, est bloquée. Bien. Donc on pourrait aussi s'interroger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le débat devons-nous oui ou non intervenir. Il y a des questions plus vastes à se poser qui sont celles-là, et que l'on se pose très peu, c'est-à-dire qu'on s'est placé dans une situation qui nous met face à des dilemmes qui sont absolument tragiques, étant donné évidemment la gravité de la situation. On le fait alors que nous n'avons quasiment rien fait depuis que le conflit syrien a commencé, d'accord ? C'est-à-dire qu'au fond, on aurait là une situation, alors le critère qu'on appelle dans les doctrines, qui n'est pas ce qu'on appelle les doctrines de la guerre juste, c'est pas la même chose que la rhétorique de la guerre juste employée par Bush. C'est au contraire ce qui peut permettre de la critiquer. Je précise ce point-là. Par exemple, la question du critère du dernier recours. Lorsque nous n'avons plus de solution diplomatique, par exemple, ou de moyens de pression, ou de blocus, etc., alors nous utilisons la force armée. Sauf que là, on n'est même pas dans ce cas-là. Quand on compare, par exemple, avec la situation du Kosovo, il y avait eu une espèce de structuration tout de même des mesures, et ensuite il y avait eu une intervention. Bien. Là, on n'est même pas dans ce cas-là. Et c'est là le problème. C'est-à-dire, qu'avons-nous fait ou nous n'avons pas fait grand-chose. Or, il y a eu des crimes de guerre et il y a eu 110 000 morts jusqu'à présent. Voilà. Deuxième chose. Écoutez, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai d'autres choses à dire. Justement, il y avait dans ce dilemme, je vous redonne la parole, mais dans le dilemme qui est posé par la question intervenir ou ne pas intervenir, il y en a un second, c'est que s'il y a on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'intervention, les grandes puissances perdent la face, perdent toute crédibilité, mais s'il y a une intervention militaire et qu'elle ne règle... Pas si elles font autre chose. Oui. Vous supposez qu'il n'y a pas d'alternative à l'intervention. La grande puissance peut parfaitement dire il y a tout à coup une fenêtre qui s'ouvre et il y a une action diplomatique qui peut être menée, donc on renonce pour le moment à l'intervention. C'était effectivement votre réponse. Mais il n'y a pas que la crédibilité, il y a la dissuasion de recommencer. N'oublions pas ça. Par rapport à tous ceux qui pourraient profiter de la brèche. Mais je voulais dire que s'il y a une intervention militaire et qu'elle ne règle rien, ou qu'elle provoque un chaos encore plus grand que celui qui règne aujourd'hui, à ce moment-là, ça va être terrible. C'est-à-dire que si les puissances occidentales n'apportent pas la paix, la sécurité et la justice, à ce moment-là, leur légitimité, c'est quoi ?
Or, jusqu'à présent, dans le passé récent, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou même en Libye, on ne peut pas dire que l'action militaire des grandes puissances a apporté ni la paix, ni la démocratie, ni la sécurité. Donc est-ce qu'en intervenant, on ne prend pas un aussi grand risque qu'en n'intervenant pas? Bien, d'abord, je voudrais dire, par rapport à deux remarques que vous avez faites, madame, moi, j'aime pas le terme punir. Non seulement parce que la sanction devrait relever de la Cour pénale internationale, en l'état actuel du droit et de la situation internationale, ça n'a aucune chance de se faire. La Syrie n'est pas signataire, n'a pas ratifié la charte. Il faudrait donc passer par le Conseil de sécurité qui serait aussi bloqué sur le recours à la Cour pénale internationale qu'il est bloqué sur la question... C'est très bien que la Cour pénale internationale ne juge que les vaincus. Non. Ouais, enfin, on peut après. C'est encore non, mais et de toute façon, voilà. Donc moi, j'aime pas ce terme punir. Il a une connotation morale. Je préfère parler de sanctions pour dissuader de recommencer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il est évident que cette crise syrienne, après d'autres, d'ailleurs cette tragédie, nous montre qu'il va falloir essayer de refonder, en effet, le droit international pour s'adapter au nouveau monde que nous voyons, qui est complètement bouleversé, qui est un monde en réalité apolaire aujourd'hui. Plus personne ne commande. Bon. Donc, nous avons certainement une réflexion, et sur ce point, je suis d'accord avec Dominique de Villepin. Alors maintenant, pourquoi je récuse le terme de raccourci, enfin, raccourci militaire, c'est une belle formule. Vous l'avez trouvé, vous l'utilisez, c'est très bien. Mais il y a, en l'occurrence, il n'est pas question d'avoir un raccourci militaire. Il est question de chercher une solution politique. Alors laquelle? C'est là qu'il faut vraiment pousser la réflexion. Moi, je crois, comme vous, Dominique de Villepin, qu'il faudrait quand même agir pour avoir des corridors humanitaires. Voilà. Venir en aide à la population syrienne, je l'ai dit à plusieurs reprises dans le débat à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, si le Conseil de sécurité est bloqué, l'Assemblée générale des Nations unies, il faudrait, pour qu'on puisse avoir quelque chose, une majorité des 2/3. C'est absolument inatteignable en l'état actuel des choses. Donc cette voie-là me paraît fermée en dehors des problèmes de principe qu'elle pose, puisque de toute façon ça court-circuite le Conseil de sécurité et c'est pas non plus... On a bien vu que tout est bloqué. Troisième, non, alors, donc celle-ci est bloquée, la Cour pénale est bloquée, l'Assemblée est bloquée, les corridors humanitaires, pourquoi pas. Vous avez cité dans un récent article du Figaro des zones d'exclusion aérienne, mais alors là, il s'agirait de faire la guerre, et pas simplement, parce qu'il faudrait des moyens aériens tout à fait considérables, probablement un appui au sol, donc c'est vraiment s'engager dans une vraie guerre, là, pour le coup. Donc on est quand même assez démunis. Ce que je crois, c'est que la vraie solution est d'amener les pays de la région d'abord, et cette proposition je l'ai faite à l'Assemblée nationale, puisque la formule Genève 2, c'est-à-dire les pays de la région plus les Syriens, les deux parties syriennes, ensemble autour de la table, on n'arrive pas à déboucher, c'est bloqué aussi. Pourquoi ne pas commencer par rassembler les pays de la région, comme on l'avait fait dans Genève 1, avec l'Iran? Parce que depuis l'élection de M. Rouhani, le langage a un peu évolué et que je préconise, moi, sans avoir beaucoup d'illusions, parce que les Iraniens ont souvent dit une chose et son contraire, mais au moins prenons-les au mot, car ils ont condamné avec force l'utilisation des armes chimiques. Et M. Rafsanjani, qui est quand même assez proche de M. Rouhani, est allé jusqu'à dire que c'était Bachar el-Assad, qui était quand même, l'Iran étant le premier allié de la Syrie. Donc saisissons cette perche, mettons les Iraniens au pied du mur, associons-les à la condition, évidemment, qu'ils ne mélangent pas l'affaire syrienne avec leur propre dossier nucléaire. Mais il y a peut-être une chance de les amener à ne pas soutenir jusqu'au bout d'Hamas. Pourquoi? Parce que pour eux, comme a dit quelqu'un, ils se battront jusqu'au dernier Syrien. Mais pour eux, le problème principal, c'est le nucléaire. Donc s'ils s'aperçoivent que ça peut... Voilà. Alors, il y a peut-être une solution là-dedans à mettre autour de la table et à faire venir ensuite les Syriens. Mais j'ajoute que l'intervention militaire, si elle a lieu, parce que ça dépend du vote du Conseil des Nations Unies, on attend, je crois que c'est sage, le rapport des inspecteurs. Je veux dire, moi, j'en attends pas grand-chose, parce que nous savons très bien d'abord que les inspecteurs de l'ONU, ils n'ont pas reçu mandat de dire qui avait utilisé les armes chimiques. Donc, de toute manière, le mieux qu'ils puissent dire, c'est oui, il y a eu, ils vont répondre à une question à laquelle nous avons déjà la réponse, c'est-à-dire oui, il y a eu une attaque chimique. Et ils ne répondront pas à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire qui l'a fait.
Alors après, on peut discuter, si vous voulez, qu'on revienne sur les preuves. Moi, je peux vous dire... Bon, surtout pas. Vous voulez pas ben, c'est bien dommage. Parce non, mais que... c'est parce que tout le monde en a discuté depuis une semaine. Bon, très bien. Alors, donc, parlons plutôt de ce qui se passe si on intervient. Voilà. Si on intervient militairement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est moins pire. Je ne dis pas que c'est la bonne solution. Je dis que si on n'intervient pas, de toute façon, le chaos continuera en Syrie. De toute manière, la région est déjà à feu et à sang. Le Liban est prêt de se désintégrer. Israël est prêt à intervenir de son propre chef parce que ils vont, devant l'inaction des États-Unis, ils vont se dire ben, on prend en main. Alors là, ça peut être un bombardement sur l'Iran, sur les installations. Donc ça peut être une déflagration généralisée. Si nous intervenons, je ne dis pas que nous aurons le résultat que nous espérons. Mais au moins, nous aurons dit à Bachar el-Assad, vous avez intérêt à vous mettre autour d'une table. Et je pense qu'il y a une petite chance que nous puissions aller vers la solution politique, car encore une fois, il n'y a pas l'intervention militaire, c'est pas un but en soi, naturellement. Michel Colomb, plus rapide parce qu'il nous reste une douzaine de minutes. Oui. 3 remarques très brièvement. C'est pas possible d'appeler à des bombardements, et je ne sais pas si vous êtes allé en Irak après les bombardements, ou en Yougoslavie, ou en Libye après les bombardements. Moi, oui, j'ai vu les conséquences. C'est quand même pas possible d'appeler à bombarder des gens en niant et en déformant les faits comme vous le faites là maintenant. Vous dites qu'il y a 110 000 victimes, comme l'a dit M. Ancel. C'est dramatique. Combien sont des loyalistes, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui soutiennent Bachar? À peu près la moitié. Qui a tiré les premiers dans les manifestations? Les opposants. Ça se trouve dans les rapports de... Ça se trouve dans les rapports aussi de l'OTAN. Et vous avez invité 2 opinions qui existent dans la communauté syrienne, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Et que dans la conférence de Doha des opposants à Bachar el-Assad, il y a un an, ils ont dit le problème, c'est que 55% des gens soutiennent Bachar el-Assad. Et l'OTAN, il y a 4 mois, a dit c'est monté à 70%. 70% de gens qui soutiennent, soit par conviction, soit parce qu'ils trouvent que c'est pire ce qui va arriver. Donc, on n'a pas le droit de faire le bonheur des Syriens contre leur volonté, c'est à eux à décider. Et vous me dites, vive la puissance, je m'excuse, c'est l'argument des puissances coloniales depuis toujours. Après la guerre 40-45, on est arrivé à un principe de droit international. Les plus forts n'ont pas le droit d'intervenir dans les pays plus faibles pour faire ce qu'ils veulent. Et troisièmement, et très rapidement, vous me dites, oui, mais ça permettrait d'amener la démocratie en Syrie. Ça, je m'excuse, c'est une farce. Vous êtes en train de construire une démocratie en Syrie avec l'aide d'Israël qui massacre les Palestiniens et qui nie toute démocratie pour les Palestiniens, avec l'Arabie saoudite qui est un des régimes les plus féodaux et les plus répressifs de la planète, avec le Qatar dans lequel, si on écrit un poème pour la démocratie, on a prison à perpétuité. C'est de la comédie, l'idée que les États-Unis, Israël et leurs alliés voudraient, soi-disant, amener la démocratie là-bas. Vous avez fait semblant que c'était le problème du pétrole en Syrie. Ne faites pas la bête. Vous savez quand même très bien que la question, c'est le gaz en dessous de la Méditerranée, le gazoduc qui passe, qui est le projet du Qatar pour approvisionner l'Europe, et la Syrie est dans le chemin. Ça se trouve aussi dans les documents des think tanks que vous avez aux États-Unis. Très vite, Monzer Makos, Philippe. J'attends des informations incroyables que l'opposition a commencé à tirer sur les soldats. C'est incroyable. Mais on parle beaucoup d'une solution politique. Je pose la question, est-ce que le régime syrien veut faire une solution politique? J'ai dit non, parce qu'il avait 3 tentatives. D'abord la mission de la Ligue arabe, seconde la mission de Kofi Annan, et la troisième c'était la mission de Akhdar al-Brahimi. Et tout a été saboté par le régime syrien lui-même. Dans l'actuelle balance des forces aujourd'hui en Syrie, où il y a le régime syrien, c'est l'armée parmi les plus puissantes dans la région. L'Iran, c'est la puissance régionale la plus forte. La Russie, la puissance internationale, on connaît qu'est-ce que c'est la Russie. Et Hezbollah, quand on a accepté 10 à 15 000 combattants dans le pays étranger, c'est une invasion en Syrie et tout le monde n'a dit un seul mot. Est-ce que dans ces balances de force, à l'autre côté, il y a l'opposition, c'est rebelle, oui, il y a un peu d'aide, oui, de la part des pays arabes du Golfe, oui, mais la balance, elle est extraordinaire. Vous ne pouvez jamais rêver d'arriver à une solution politique dans ces conditions. Il faut rétablir d'abord la balance et après on verra. Mais le régime syrien ne veut jamais accepter une solution.
on veut la solution Vous politique. recopiez ce que disent les États-Unis. On veut la solution politique. Parce qu'on a déjà 200 000, pas 100 000. 100 000 morts, enterrés physiquement et 100 000 disparus. Qui a refusé de négocier à Genève, demi-million de gens dans la prison. Il y a à peu près 150 000 blessés, y compris 10 000 personnes handicapées entièrement. Est-ce que ça peut donner l'espoir qu'on peut faire une solution politique avec ces régimes? Jamais. C'est une tentative de gagner le temps. La Russie, quand même, je vais vous dire un mot qui a dit M. Lavrov. Nous étions chez lui, dans son bureau à Moscou. Il a dit, nous étions du Conseil national syrien, est-ce que vous pensez que l'Occident va venir de vous sauver? À ne pas faire illusion. Ils ne vont jamais intervenir en votre faveur. Et c'est ça qui a fait comprendre au régime syrien, il n'aura jamais une intervention extérieure. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il réalise l'ambition de la Russie. C'est en reproduction de la guerre froide. La Russie, il reste insérée en fenêtre d'entrer dans la région. Et il y a aussi des nécessités internes. On n'a pas le temps de dire quelle est l'origine de la position russe. C'est un truc d'origine externe. C'est le problème des islamistes dans le Caucase russe, dans les pays voisins de la Syrie, effectivement. Dans les pays aussi d'Asie centrale, mais aussi à l'intérieur. Poutine aujourd'hui, vous gagnez des points vis-à-vis de l'opposition russe qui monte aujourd'hui à une flèche en Russie. C'est ça à l'origine de la position russe. On ne comprend pas pourquoi la Russie aussi supporte le régime syrien. Randa Kassis. Le problème, c'est que M. Maros demande, en fait, puisqu'il demande de changer le rapport des forces, ça veut dire qu'il demande un équilibre de la terreur. C'est tout simplement, ce sera ça en Syrie. Et malheureusement, c'est-à-dire, nous parlons toujours d'une solution politique, mais à vrai dire, il n'y a pas que le régime qui n'a jamais voulu avoir ou entamer des négociations. Il y avait aussi la coalition nationale. La faute, le double drame des Syriens, à vrai dire. Ils ont un double drame, c'est qu'ils ont un régime et une coalition si rigide. C'est ça la vérité. Et les pays qui sont en pointe, les trois pays qui sont en pointe, les États-Unis, la France et l'Angleterre, ils n'ont jamais exploré vraiment ce processus-là. Ce que nous demandons aujourd'hui, je crois, ce que nous demandons en fait, et les autres opposants, puisqu'il y a d'autres forces d'opposition qui veulent un processus politique pour sortir, bien sûr, de cette crise-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis certaine que le régime, aujourd'hui, a bien compris et il est prêt aussi. Il est prêt de négocier. Nous ne pourrons pas parler de régime comme un seul, de toute façon, appareil ou un seul corps. Il y a une partie aussi de ce régime qui voudront négocier et entamer des négociations, mais le blocage était toujours de la part aussi de ces trois pays, plus la coalition. Voilà, c'est ça le problème. Nous pourrons, je crois que la meilleure chose à faire d'abord, c'est de rassembler les acteurs dans cette région, la Russie, les États-Unis, y compris l'Iran, plus bien sûr la France et l'Angleterre, pour avoir un compromis entre eux et puis avoir un compromis entre les forces d'opposition et le régime même. Frédéric Ancel. Tout ça hors crime contre l'humanité, c'est parfait. Ça, il n'y a aucun problème. Discuter avec Bachar el-Assad, il n'y a aucun problème, à condition, bien évidemment, qu'il souhaite, à tout le moins, partager le pouvoir. Évidemment, il ne le fera pas. Et je vais vous dire, je vais peut-être vous décevoir. Je ne suis absolument pas en faveur d'une intervention qui modifierait les rapports de force. Pour le coup, je pense que ce n'est pas à nous autres, occidentaux, ni à personne, de décider pour le peuple syrien ce dont il doit disposer comme régime politique. En revanche, je pense que l'usage de gaz toxiques contre de la population civile, qui est interdit par les Nations Unies à plusieurs titres et par plusieurs instances onusiennes d'ailleurs, doit d'une manière ou d'une autre, effectivement, pas être puni, c'est un terme que j'ai détesté et que je trouve en réalité contre-productif, mais doit pouvoir marquer une tentative de dissuasion. Et par ailleurs, je considère que, en dépit de ce qui a été dit de manière fantasmatique, il n'y a en Syrie rien d'intéressant sur le plan économique et sur le plan énergétique. Et avoir avoir la très grande vélocité de Barack Obama dans sa volonté d'intervenir, si vous voulez, je crois que là, on n'est pas chez un Bush menteur et proactif avec les compagnies pétrolières sur la Syrie. Enfin, tout ça n'a absolument pas de sens. Donc je pense réellement qu'il doit pouvoir y avoir, outre ou au-delà
de la négociation politique, mais encore une fois, je pense avec les protecteurs d'Assad, au moins une démonstration de force. Et je vais peut-être, cette fois-ci, vraiment vous décevoir, je ne suis pas pour une guerre, je suis pour une intervention symbolique. Et quand je dis symbolique, par exemple, frapper un palais présidentiel. Par exemple, frapper une usine ou un laboratoire de recherche chimique, bactériologique et que sais-je encore. Ça ne servira pas à grand-chose, ça sera un moindre mal par rapport au fait de ne rien faire. Quant aux puissances émergentes, je ne suis d'ailleurs pas certain, Monsieur le Ministre, qu'elles soient aussi émergentes que ça au regard de l'effondrement de leur croissance économique ces dernières années. Mais admettons, de toute façon, la Russie et la Chine, jusqu'à présent, nous ont démontré un souverainisme absolu parce qu'elles ne souhaitent absolument pas qu'on mette, encore une fois, pas seulement les Occidentaux, le nez dans leurs propres affaires internes. Je pense évidemment au Caucase, je pense aux Ouïghours et je pense au Tibet. Par conséquent, ils ne changeront pas de posture. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut toujours, aux côtés des efforts diplomatiques, conserver en quelque sorte ce qu'on appelle, vous savez, la carotte et le bâton. Conserver au moins une menace de la puissance au service du droit, ou en tout cas, encore une fois, je le précise, d'un moindre mal. Or, un crime contre l'humanité, c'est le mal absolu. Dernier mot pour finir de l'île de Villepin, mais juste parce que vous préconisez une solution diplomatique, il faut y passer toute son énergie, mais ça donnerait quoi pour vous, l'avenir de la Syrie? D'abord, nous avons expertisé dans le passé ce que donne la loi de la puissance. Les États-Unis, grande puissance démocratique, ont montré qu'ils pouvaient mentir au monde et préconiser une intervention, soi-disant pour respecter le droit, en fait pour le bafouer. Je crois que nous sommes au point assez désespéré quand on regarde la Syrie, d'un corps plus que malade, en situation quasiment terminale, où il faut que la diplomatie revienne à son essence, c'est-à-dire la réelle politique. Il faut renverser la table. Et renverser la table, ça veut dire regarder avec des yeux neufs la Syrie. Regarder des yeux neufs, c'est-à-dire s'imprégner de l'histoire. Sous mandat français, dans les années 30 et 40, la Syrie était une fédération formée de 4 États. Aujourd'hui, est-ce que le peuple syrien peut encore vivre ensemble? Certainement pas pour les prochaines années. Et il faut donc avoir le courage aujourd'hui de dire que nous devons peut-être en passer en Syrie par une période de partition visant à séparer des communautés qui ne peuvent pas vivre ensemble, compte tenu de l'exaspération de la situation. N'oublions pas que depuis le IXe siècle, ce sont les Alaouites qui ont été exterminés en grande partie par les sunnites. N'oublions pas qu'au-delà des 13% d'Alaouites, il y a 10% de Syriens, donc des minorités importantes. Ces minorités, il faut les protéger. Il y a les Kurdes qui ont déjà une autonomie, ils forment une région à eux seuls. Il y a la région, le réduit alaouite dans le nord-ouest, qui peut former une région. Et puis il y a le reste, où il faut des garanties de protection des minorités, avec sans doute une force d'interposition sur le terrain. Et là, la communauté internationale retrouvera une véritable vocation. Mais ayons le courage d'explorer cette solution parce que, soyons un tout petit peu cyniques, les Russes y trouveraient les garanties du maintien de leur influence dans ce pays et dans cette région. Les Occidentaux qui doutent beaucoup aujourd'hui de la capacité de la coalition syrienne à défendre des intérêts démocratiques, y verraient aussi un verrou visant à protéger la région de la menace djihadiste, et chaque minorité trouverait là aussi sa garantie. Donc c'est, Monsieur le ministre, au les moins à minorités titre étaient temporaire, respectées en Syrie. au moins à titre ce temporaire, sont les rebelles qui au moins à titre les temporaire, attaquent. nous aurions là une situation qui permettrait de respecter un équilibre et d'éviter la dissémination, parce que le grand risque syrien aujourd'hui, c'est la propagation de la violence. Et frapper, c'est un double risque. Premier risque, c'est le discrédit. C'est que ces frappes, effectivement, parce que limitées, parce que symboliques, ne servent à rien. Deuxième risque, c'est au contraire l'aggravation. L'aggravation parce qu'il y a une partie qui se réjouira d'une intervention militaire, symbolique et limitée. Ce sont les djihadistes. Parce qu'à partir de là, ils sont fondés à mener une offensive contre le régime et à affirmer leur légitimité. Rajouter de la violence à une région en crise, c'est toujours servir l'intérêt du plus méchant. Et le plus méchant, en l'occurrence, ce sont les djihadistes. Et surtout, c'est faire tache d'huile, c'est le risque de voir une spirale. Et alors, on retrouvera cette région avec ce clivage terrible qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, sunnite et chiite, avec l'Irak, l'Iran, avec également la Syrie et le Hezbollah. Nous aurons donc fait le jeu du pire dans cette région, alors même que la vocation de la paix
a toujours été historiquement et diplomatiquement d'être le médiateur, d'être celui qui réconcilie les points de vue. Nous n'avons pas à peser pour un camp ou pour un autre. Nous avons vocation à inventer une solution, à nous placer au-dessus des intérêts des uns et des autres. Et je pense que, même si je ne fais pas le procès à François Hollande d'être aligné sur les États-Unis, il choisit en conviction, il fait un choix en conviction. Je pense que la vocation de la France était toujours dans un exercice de médiation et d'invention et d'imagination diplomatique. Donc ne choisissons pas un camp, avançons et même s'il faut le faire à tâtons, essayons de proposer des solutions nouvelles et innovantes. Merci Dominique de Villepin. On s'arrête là pour le débat sur la Syrie, mais il y a une idée admise, c'est qu'en Occident, on a rompu